Coucou Léna, merci d'être là avec nous pour ce nouvel épisode des Afro-Fonceuses. Je vais te laisser te présenter. Coucou Fleur, merci pour l'opportunité. Je suis Fatim Elena Amoussou. Je suis en ce moment responsable administratif et financier dans une boîte qui fait de l'expertise maritime, ILB Expertise. Si on doit parler maintenant de ton boulot, parce que tu as dit le titre, responsable administratif et financier, ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à assurer la gestion de tout ce qui est administratif, finance et puis à la comptabilité. De façon terre à terre, je te dirais que c'est moi qui vais aller dire au patron, monsieur, ici, attention, il y a un problème sur tel truc, il y a tel investissement qu'on ne devrait pas faire, ou il y a tel client qui nous fatigue, ou il y a telle démarche administrative qui est très importante vers laquelle il faut se tourner. Je vais gérer aussi tous les reportings. Les reportings, c'est vraiment donner la situation, l'état de la vie de l'entreprise à l'instant T donné. Donc, c'est des éléments qu'on reporte chaque mois. Ça dépend de chaque entreprise. Je vais superviser aussi les équipes RH, comptables, et puis tout ce qui est du petit personnel et les moyens généraux. Mais comment tu ferais pour devenir responsable administratif? On commence depuis l'école et tout ça. Bon, on va commencer par le bac. J'ai eu un bac C au CSP de Cocody. C'était CSP dans le temps. Après ça, je voulais rentrer à l'INP de Yamoussoukro. Ça n'a pas été concluant. Donc, il y avait une branche qui était à Abidjan et mon père m'a inscrit là-bas. J'ai fait 3 années, 3 ou 4 années et après, il y a eu beaucoup de problèmes dans le pays, ils ont fermé. Donc, j'ai terminé dans une école d'ingénieur à Treichville, Institut des carrières commerciales. Mais ce qui s'est passé, c'est que après les 3 années, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante comptable dans une boîte industrielle qui faisait de la transformation d'huile pour revendre. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai terminé en cours du soir. Donc, ça, vraiment, si je peux éviter, c'est difficile. Ouah, c'est horrible même. Bref, c'était la parenthèse, c'est dur. C'est vraiment si tu as le choix, évite de travailler et puis de continuer tes études en cours du soir, quoi. Donc, j'ai fait ça sur les 2 dernières années, pardon, et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur finance, audit, comptabilité. Donc, après ça, il y a Monsieur Sawignon qui m'a recruté c'était un nouveau projet. En fait, D'accord. il était en train de monter une branche pour gérer tout son patrimoine immobilier. Et il m'a recruté en tant que comptable. Donc, au début, il y avait vraiment personne. C'était que moi sur le bureau du concierge. Donc, essentiellement, ce que je faisais, c'est que je réceptionnais les bons de caisse, je suivais un peu les décaissements parce qu'on était vraiment à la phase de construction de D'accord. ces immeubles et tout. Donc, je faisais le suivi, je faisais beaucoup de gestion de stock parce qu'ils faisaient venir le matériel, c'était surtout ça, et puis faire beaucoup de vérifications et tout ça, tout ça. Et après, quand les constructions sont finies, il a monté le bureau. Donc, il a recruté d'autres personnes et ça. Donc, on a monté l'équipe. Et à ce moment-là, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de gestion locative, de suivi de travaux, de suivi technique et tout ça. Mais j'étais plus concentrée sur la partie comptabilité et finance. Donc, j'ai travaillé pour FS, enfin pour Fabrice Awignon pendant 9, 10 ans ou 12 ans, je sais même plus. Mais vraiment, ça a été une très grande partie de ma carrière. J'ai beaucoup appris parce que généralement, les gens qui ont ce diplôme-là, tu vois, ils rentrent au cabinet, ils touchent à tout et tout. Moi, là, j'ai commencé à la dure en même temps. C'est Ouais. ça. Et j'apprenais sur le tas au fur et à mesure. Et donc, ça m'a donné une ouverture d'esprit dans le sens où il y a toujours une solution. C'était vraiment ça. Mais j'avais un manque au niveau des procédures, de comment gérer le business, comment faire les choses de façon très ordonnée et très normée, voilà, pour le poste. Et à un moment, ça a commencé à devenir une limite. Et je me rappelle que je lui en ai parlé. C'était une période de ma vie qui était très difficile parce que j'étais perdue. Je savais pas trop quoi faire. Je savais que j'aimais mon travail, mais j'avais envie d'évoluer. Et quand je regardais, soit je changeais de carrière, soit il fallait que je parte quelque part où il y avait d'autres challenges pour pouvoir apprendre, en fait. Parce que j'ai pas eu, je sais pas si je dois dire la chance, mais j'ai pas eu l'opportunité de rentrer vite en cabinet. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à postuler, mais je cherchais vraiment à travailler dans un cadre où j'allais avoir la formation de cabinet ou au moins travailler sur des projets divers.
Donc, à force de postuler, j'ai eu une opportunité dans une boîte qui avait des projets immobiliers aussi, mais c'était plus des financiers qui s'étaient mis ensemble pour monter certains projets immobiliers sur le territoire ivoirien. Donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant parce que le fait que ce soit des financiers, c'est très normé et c'était assez structuré. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé, ils m'ont retenu et tout. Et je suis allée, j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Mais effectivement, en 2 ans, j'ai appris beaucoup. Chez Fabrice, c'était difficile, mais là-bas, là, c'était une autre difficulté. Tu sais, quand tu arrives dans la société des gens, ils attendent beaucoup de choses de toi d'un coup. Donc, c'est clair que tu vas apporter certaines choses, mais en même temps, toi, tu viens aussi pour apprendre. Mais je suis reconnaissante parce que, comme je dis, c'était plusieurs projets. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont constitué chaque projet en une entreprise. Donc, on bossait sur 5 projets et 5 projets, 5 entreprises. Et sur ces 5 entreprises-là, il fallait être comptable de ces 5 entreprises. Au nom de Dieu, j'ai appris. De gré ou de force. De gré ou de force. Il y avait les missions de commissaire aux comptes, mais c'était des missions de commissaire aux comptes pour chaque entreprise. Il fallait déposer les bilans, il fallait faire les reportings, il fallait faire les suivis. Enfin bon, là, c'est un peu technique, ce que je sais pas si je dois revenir pour expliquer où ça va. C'est toi qui nous dis. Donc, en fait, les missions de commissariat aux comptes, généralement, pour des entreprises commerciales, c'est avant de déposer des bilans. Il faut qu'il y ait une structure qui valide que vos bilans sont conformes, enfin, vos états financiers sont conformes et que vous pouvez les déposer aux impôts. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle les missions de commissaire aux comptes. D'accord. Moi, je vais remonter un peu plus loin. Donc, ça veut dire que l'entreprise, à la fin de sa période d'activité, elle va faire ses comptes C'est pour ça. dire voici ce qui est entré, voici ce qui est sorti. C'est ça que tu appelles les bilans financiers, C'est ça. Enfin, les états financiers. les états financiers. Et maintenant, tu vas avoir, bah, dans cette période de commissariat au compte, on va venir vérifier si toutes les cases sont bien remplies avant d'envoyer ça aux impôts pour savoir ce qu'on paye. C'est ça, parce que essentiellement, moi, mon travail, bon, je pense que depuis le début, hein, c'est de donner la réalité chiffrée de ce qui s'est passé pendant un exercice. En gros, c'est ça. Donc, quand ils vont venir, ils vont regarder, est-ce que ce que vous déclarez, c'est réellement ce qui s'est passé? Ils vont fouiller un peu, ils vont regarder les différentes factures. Bref, c'est un peu ce qui se passe. Et après, une fois que c'est bon, qu'ils ont donné leur OK, on peut déposer, la première étape, c'est de déposer les états financiers en ligne. Et puis après, on fait le dépôt physique. Donc ça, c'est un autre truc. Mais toutes les entreprises sont assujetties à ça. En Côte d'Ivoire, le dernier délai, c'est juin 2000, en fait, de l'année en cours. C'est-à-dire qu'un D'accord. exercice, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, en juin de l'année prochaine, là, il faut que tout le monde ait déposé ses états financiers. Donc, c'était ça. Il y avait surtout gérer la partie administrative. Il y avait aussi gérer les actionnaires parce que j'avais jamais été confrontée à ça. Et chaque entreprise avait un système différent. Et il y avait des entreprises où tu avais plusieurs actionnaires. Tu avais des entreprises aussi où il y avait qu'un seul actionnaire. Donc, tu pouvais pas traiter les entreprises de la même façon. Il y avait un gros volet juridique à comprendre, à apprendre et à maîtriser. Et il y avait une grosse partie comptable aussi à gérer. En tout cas, j'ai beaucoup appris pendant cette période. Et je suis très reconnaissante parce que je pense que c'était une formation accélérée. Oui. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai été approchée par des chasseurs de tête. Ils ont vu mon profil sur LinkedIn et ils étaient à la recherche d'un responsable administratif et financier pour leur boîte. Mais ça n'avait rien à voir avec le secteur dans lequel j'avais évolué parce que je suis restée dans l'immobilier pendant très longtemps. Et D'accord. eux, c'était une boîte qui fait de l'expertise maritime. En gros, l'expertise maritime, c'est l'expertise qu'on va faire pour avancer sur les opérations d'export ou d'import. Disons que étant en France, tu veux faire venir du riz à Abidjan. Oui. Il faut que tu remplisses certaines normes. Et dans les normes-là, il faut qu'il y ait un expert agréé qui évalue ta marchandise, qui fasse le suivi de ta marchandise jusqu'à ce que ça arrive pour confirmer la qualité, la quantité, le conditionnement et tout ça. Les conditions sanitaires et tout. Ça veut dire que tout le check-in que je dois faire, c'est cet expert-là qui va me dire si c'est bon ou pas.
C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et on fait à l'import et à l'export. À l'import, ça va être essentiellement sur le cacao, le café. Et puis, à l'export, ça va être sur le riz et puis toutes les autres céréales. On fait aussi de l'expertise transport, c'est-à-dire qu'on va expertiser aussi des fois le matériel. Si des gens veulent faire venir peut-être des voitures, des trucs comme ça, nous on va expertiser. Et on travaille surtout avec les assurances parce que il y a des entreprises, les grosses entreprises viennent à nous directement, mais quand ce sont des particuliers, ils vont directement chez les assurances et c'est les assureurs qui nous mandatent pour les différentes missions. J'ai commencé il y a pas très longtemps, ça fait 1 an maintenant. Et c'est très intéressant aussi parce que, en gros, je fais un peu ce que je faisais avant d'être là, suivre la gestion, la vie courante de l'entreprise, tout ce qui est administratif, tout ce qui est lié à la comptabilité. Là, je fais des revues analytiques. Excuse-moi, j'oublie, mais bon, les termes techniques. Les revues analytiques. OK, les revues analytiques, c'est rien de compliqué. C'est juste que comme là, j'ai une équipe et ils vont passer des écritures comptables au fur D'accord. et à mesure au fur et à mesure, chaque jour, en fait, ils vont passer des écritures d'achat, de vente, au niveau de la paye et tout ça. Ils vont passer des écritures de comptabilité. Moi, ce que je vais venir faire après, c'est vérifier si tout concorde, s'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il faut pas faire des régularisations et tout ça. En gros, c'est un peu ça la revue analytique. Pour pouvoir être sûr que quand la direction nous demande un Oui. état, on donne des informations qui sont fiables. Donc, c'est surtout ça, gérer la trésor et puis informer la direction en temps réel de l'activité. Les personnes qui travaillent à la comptabilité gèrent de l'argent. Euh, il y a toujours, je trouve, une grosse pression parce qu'on a l'impression qu'elles manipulent l'argent. Mhm. Est-ce que c'est la réalité que vous manipulez de l'argent ou pas du tout? Vous n'avez aucun contact avec l'argent, vous êtes juste sur la partie, ça veut dire technique, écriture. OK. Là, il y a 2 points. Les comptables ne sont pas censés manipuler de l'argent. D'accord. Parce que il faut qu'il y ait quand même une dissociation, pardon, au niveau des postes. Parce que le comptable, c'est celui qui va venir écrire, va venir enregistrer la réalité chiffrée. Il ne peut pas être celui en même temps qui fait les transactions. Donc, il y a toujours le comptable et il y a le trésorier à côté. Maintenant, moi, de mon poste, je suis sur la tête de tout cela. Donc, ce qui se fait, c'est que le trésorier, on va faire la demande à la direction, peut-être que sur une période, on a besoin de tant en temps pour gérer telle charge et tout. Après, ça dépend des entreprises. Nous, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus facile comme ça parce qu'on arrive à mieux gérer. Donc, on va faire des demandes d'approvisionnement. Une fois que les demandes d'approvisionnement sont faites, le trésorier, lui, sa caisse a approvisionné d'un certain montant. Et lui, il tient un tableau, un brouillard de caisse qu'on appelle, un brouillard de caisse où il va enregistrer toutes les sorties d'argent de la période. Maintenant, lui, de son côté, il va faire son point de caisse. Nous, chez nous, on fait la vérification de la caisse chaque fin de semaine, chaque vendredi. Donc, lui, il va clôturer sa caisse le vendredi avec un solde. Maintenant, les pièces qu'il a, les bons de caisse et tout ça là, il va les transmettre à la comptabilité qui va enregistrer ça dans le logiciel comptable. Et après, on va rapprocher les deux pour vérifier s'il y a des écarts ou pas. Donc, pour toutes les personnes qui pensaient que faire comptabilité, c'est parce que tu allais toucher de l'argent, il faut oublier. Peut-être que quand les structures sont petites, tu peux cumuler les... Voilà, c'est ça. Tu peux cumuler, mais c'est compliqué parce que un trésorier qui est en même temps comptable, il peut très mal te voler. Et il y a pas de surveillance, en fait. Parce que nous, ce qu'on arrive à faire pour suivre, c'est qu'on va rapprocher avec des informations que 2 personnes différentes ont remplies. Donc, s'il y a un écart, vous allez venir expliquer. Alors que aussi, c'est toi. Si c'est toi, tu vas expliquer quoi? Tu vois, en fait. Donc, c'est un peu ça le truc. Moi, vraiment, même si je connais quelqu'un qui me dit, ah non, je veux monter ma boîte et tout, même si c'est une petite entreprise, je vais toujours lui dire, peut-être, soit toi-même, tu es trésorier de ta propre boîte, comme c'est une petite entreprise, et tu as ton comptable. Ton comptable ne touche pas l'argent, en fait. Tu gères les transactions et tu lui fais le point. Ok. Je pense que c'est pour ça aussi des centres de gestion agréés qui, eux, vont se charger de la partie comptable, qui proposent ça comme service. C'est ça.
pourquoi tu gères ta trésor. Exactement. Tu gères, tu leur remontes l'information, eux, ils te font sortir les états financiers en gros, si tu veux. Très clair, on commence à mieux comprendre le métier, en tout cas pour toutes les personnes, c'est la période d'orientation, toutes les personnes qui pensaient comptabilité, je pense que ça devient un peu plus clair, tu sais ce que tu vas aller faire. Et la partie administrative, quant à elle, parce que il y a des entreprises où c'est juste la comptabilité ou juste la partie finance et la partie administrative est gérée par les RH. C'est ça, Mais quand on cumule les deux, donc la partie administrative, elle, je disais, elle consistait en la gestion du personnel, c'est ça, en mais gros. c'est différent des ressources humaines. Du coup, c'est quoi ta différence? Ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, j'ai récupéré le service RH par défaut. Et j'ai un conseil à donner. Vraiment, j'en profite pour donner un conseil. Peu importe où vous partez, je sais pas qui va écouter ce podcast, mais peu importe où tu arrives, il ne faut jamais refuser le travail. Que tu saches le faire ou pas, tu acceptes. Et puis maintenant, quand tu es dedans, là, tu te débrouilles pour bien le faire. Un, ça te permet d'apprendre et deux, ça te fait monter en compétence. Les gens sont très focalisés sur non, on me paye pas pour ça et puis on va prendre mon temps et tout. Non, il faut savoir ce que tu cherches quand tu es en entreprise. Il ne faut jamais refuser le travail. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une responsable RH qui gérait toute la partie gestion du personnel, gestion administrative aussi. Elle avait un background juridique, donc elle gérait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une meilleure opportunité et elle est partie. Donc, j'ai D'accord. récupéré. Je vais pas me dire non, je suis là pour être RAF, donc ça, c'est pas mon domaine, je regarde pas et tout. J'ai récupéré. Donc, avec les équipes, on gère tout ce qui est paye. La paye, généralement, c'est à la fin du mois. On va recenser, faire la liste. Bon, on a la liste des employés. On va faire les bulletins de salaire, on va suivre les règlements par rapport à ça. Chez nous, il y a un gros facteur qui est très important. On fait de l'expertise et l'expertise, c'est essentiellement de la prestation de services. Donc, on n'a pas de marchandises, on fait pas de transformation, on fait pas de commerce en tant que tel, c'est du travail de personnes. On a deux catégories au niveau des ressources humaines. On a le personnel permanent très souvent c'est des contrats en CDI. Et puis, on a le personnel journalier. Donc, ça va être des contrats à durée déterminée de journaliers. Ça va être des personnes qui viennent travailler pour des missions ponctuelles quand on a de grosses missions liées à, je sais pas, un gros arrivage de bateaux concernant du riz, on va recruter des gens comme ça. Donc, c'est plus ça qu'il faut gérer. Et ces personnes-là, on va faire les recrutements, on va faire les évaluations, on va faire la formation et puis après, on va les envoyer sur le terrain. Et après, il va falloir les évaluer. Dans l'équipe RH, il y a l'assistante RH qui est là. Il y a celui qui gère tout ce qui est personnel journalier, c'est-à-dire qui va faire les désignations, le recrutement et tout ça. Et puis, il y a une responsable qui est chargée de tout ce qui est opération liée à la paye, faire sortir les bulletins de paye, faire sortir les enregistrements par rapport aux journaliers. Donc, c'est surtout de coordonner tout ça et puis de rester dans les données. Parce que gérer l'homme, c'est pas facile, hein. Tu m'étonnes, je n'en doute pas une Ah, seconde. gérer Et, l'homme. et comment on peut s'en sortir? Comment on peut travailler en tant que femme à gérer tout ce monde? Comment ça se passe? Est-ce que déjà il y a beaucoup de femmes dans ce secteur ou dans ton entreprise là? Hmm, ça s'améliore. Ça s'améliore parce que enfin, de ce que j'ai compris, comme j'ai pris les événements en cours, sur les dernières années, pardon, le recrutement est vraiment axé sur les femmes. Donc, vraiment, ça s'améliore. Mais je pense que le plus gros challenge dans mon nouveau poste, c'est de gérer l'humain. Parce que avant ça restait quand même très, très technique, carré. Mais là, il faut gérer l'humain. Et qu'on le veut ou pas, quand tu as un poste de manager, il faut descendre au niveau de tes collaborateurs. Mais en fait, faut pas rester sur ta tour d'ivoire là-bas pour te dire que non, oui, j'impose et tout. Il faut que les choses se passent comme ça. Il faut te mettre à leur niveau. Il faut comprendre ce qu'ils vivent. Parce que
Des fois, ils viennent au travail, ils ont des frustrations, des fois qui sont très mal placées. Mais tu vas pas lui dire ta frustration là, c'est mal passé et tout. Il faut savoir parler. Ça m'a appris la patience. Vraiment, ça m'a appris la patience. Donc, la patience et puis savoir à quel moment taper sur la table et savoir à quel moment encourager tes collaborateurs. Parce que qu'on se le dise ou pas, travailler en entreprise, c'est pas facile. Les gens te diront que travailler en entreprise, c'est pas facile. Et pour les petits collaborateurs comme pour les managers, chaque personne a ses challenges. Mais toi, quand tu es manager, eux à leur niveau là, tu vas pas venir leur expliquer tes problèmes. Quand eux, ils ont leur frustration, tu dois descendre à leur niveau pour leur dire non, tu sais, ça va s'arranger, c'est comme si. Et quand tu sens qu'ils sont démotivés, il faut que tu arrives à les pousser à faire le travail. Parce que quand tu as des collaborateurs qui sont motivés et qui sont heureux dans ce qu'ils font, sincèrement, ça coule de source. Et le plus compliqué, le plus challengeant, c'est ça, les garder motivés, leur expliquer des choses, leur expliquer la vie. Des fois, on va rentrer même dans des conversations qui n'ont rien à voir avec la vie professionnelle. Des fois, tu peux être psy, des fois, tu peux consoler, en même temps, des fois, tu es la méchante personne et il faut accepter tout ça. Et si on devait désigner, je sais pas, 3 qualités qui sont essentielles pour réussir en tant que responsable financier, tu dirais quoi? Il faut être très rigoureux. Il y a la rigueur, il y a l'organisation, mais en même temps, il faut être très empathe aussi. C'est-à-dire que ta rigueur là ne doit pas t'emmener à imposer des trucs de façon drastique aux gens, que ce soit ton équipe, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit des clients et tout. Faut toujours être diplomate. En fait, c'est ça. Il faut être rigoureux, il faut être très organisé, mais il faut être très diplomate. Très. Et est-ce qu'il y a des clichés ou des idées reçues sur le métier de WAF? On dirait qu'il y en a trop. Il y en a tellement. En fait, il y en Bah, a. déjà, le premier, c'est que, en tout cas, tout ce qui était financier, vous touchez à l'argent. Ça, c'est celui que j'ai. C'est ça. On se dit que non, quand tu es RAF, bon, tu prends toutes les décisions, tu sais tout, tu maîtrises tout. Donc, en fait, toi, ta vie est bien, tu n'as pas de problème. Je dis, mais, Toi, tu es viré parce que toi, tu mais sais non, qui tu maîtrises tout. Voilà, tu parles avec les patrons et des fois, tes collaborateurs peuvent avoir l'impression que tu es plus proche des patrons que d'eux. En fait, tu es sur une chaise où tes fesses sont pas bien assises. Tu as toujours le rôle de la méchante personne ou du méchant. Et ça, à un moment, il faut l'accepter. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Bah, ça. Est-ce que tu penses que ce pourrait être à risque dans les années à venir à cause de l'émergence de l'intelligence artificielle? Ou pas du tout? Il y a des compétences qui vont faire que ça aura toujours sa valeur. En fait, le poste de manager, je pense que non, parce qu'on aura toujours besoin d'un avis humain. Parce que en finance, on va faire beaucoup d'analyses, de projections on a vu peut-être sur 5 années, ça s'est passé comme ça, il faudrait qu'on essaie de ralentir par rapport à tel truc. L'intelligence artificielle est très efficace, mais elle va pas forcément fournir des données qui sont liées aussi à l'humain. Ça va être des données très factuelles, très carrées, alors qu'on a forcément besoin de ce petit côté humain dans le sens, on a des clients en ce moment qui sont en train d'être réticents. Il faut qu'on mette en place des actions commerciales pour les redynamiser, pardon, ne pas les perdre, des trucs comme ça. Ça, la l'IA va jamais réfléchir comme ça avec toi. Donc, tu penses qu'il y a un côté feeling qui fait que le ressenti humain, la perception humaine sera toujours là? Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en fait. Ce que je dirais, c'est que il ne faut jamais rester sur ses acquis et il faut toujours chercher la polyvalence. Et comme j'aime dire, j'ai un parcours tellement atypique. C'est vrai que là, on parle que de ma carrière, mais à côté de ça, concernant mes passions, j'ai fait tellement de choses et je me dis, il faut se diversifier. Il ne faut pas se dire que, comme aujourd'hui, je suis intéressée par la comptabilité, par exemple, tout ce qui concerne la littérature, je m'en fous. C'est tellement important. Une fois que tu sens que tu peux apporter de la valeur ajoutée, vas-y. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence entre toi et puis peut-être une intelligence artificielle plus tard.
je pense peut-être dans 10, 15 ans, mais quelqu'un qui a un poste de comptable pur, c'est-à-dire que lui, il fait l'enregistrement des pièces comptables dans un logiciel comptable qui te tire peut-être tes balances et tes grands livres. Bon, grand livre, quand on dit un grand livre, c'est, supposons que toi, tu es client dans une entreprise, tu as ton compte. On va avoir toutes les factures qu'on t'aura faites et tout, tous les règlements que tu nous auras fait et tout. Donc, c'est ça, en fait, c'est un grand livre. Ça, c'était la D'accord. parenthèse. J'évite de rester trop technique aussi. Donc, quelqu'un comme ça, je pense que dans 10, 15 ans, on le remplace rapidement. Oui. Parce que je pense qu'avec le développement, l'intelligence artificielle, je dis n'importe quoi, mais on aura bientôt des machines qui vont recenser toutes les pièces justificatives et puis nous faire sortir ces données-là. Mais le plus important, ça sera la valeur ajoutée que tu apportes à ce que tu fais. À quel moment tu deviens indispensable dans ton travail? Si tu devais conseiller quelqu'un qui veut emprunter la même voie, Mhm. est-ce que tu penses qu'il y a des diplômes particuliers ou voilà, des écoles particulières qui forment bien, qui forment mieux, ou des certifications qu'il faudrait avoir pour avoir un profil intéressant pour attirer des recruteurs ou pour, voilà, pour faire briller son CV? Bon, je vais revenir encore sur un point qui est très important. Je pense que le fait d'avoir eu un parcours assez atypique m'a fait comprendre que la compétence est plus importante que le nombre de diplômes que tu peux avoir. Mais à un moment, c'est vrai que c'est important. Si tu peux, en tout cas en Côte d'Ivoire, si tu peux rentrer à l'INP, si tu peux rentrer à l'INP. Bon, mais pour être plus sérieuse, parce que bon, tout le monde n'aura pas forcément cette chance-là. Il faut se former et il y a plein de certifications en ligne. Moi, j'ai fait ICCF, qui est une très bonne certification aussi parce que c'est en même temps technique et assez pratique. Tu comprends mieux, mais t'es plus axé finance d'entreprise. Mais comme je dis, bon, vraiment, tu peux pas faire comptabilité puis dire, toi, tu veux être comptable toute ta vie. Si tu as mon petit frère, mais puis tu viens me dire ça, il a tapé ta tête. Tu peux pas. Non. Tu fais la comptabilité, ok, bon, ça c'est une étape. Après, là, il faut que tu ailles plus loin. Donc, moi, j'ai fait ICCF. ICCF, c'est très bien. Après, je pense que sur le tas, il y a plein de certifications aussi qui peuvent aider, mais dans ce sens-là, il faut chercher et puis il faut avoir un plan. Si tu sais que tu cibles des organisations internationales, il faut que tu fasses des certifications qui sont liées à ces postes-là. Et des fois, c'est pas forcément lié à la finance parce que on se dit que oui, tu as l'expérience, tu viens avec une petite expérience en finance, en comptabilité, mais qu'est-ce que tu apportes en plus si tu veux rentrer dans une organisation internationale? Tu veux faire un certificat sur le droit international. C'est aussi, tu sais que toi, tu veux travailler dans une ONG. Il faut que tu te diriges vers des trucs comme ça. Il faut avoir un plan. Une fois que tu as un plan, les choses vont se faire, mais je peux pas te lever comme ça parce que tu vas avoir beaucoup de diplômes. Tu fais MBA en temps, tu te fatigues en fait. Et après, tu vas voir que tu as plein de diplômes, tu n'avances pas. Tu vas te dire, bon, c'est les sorciers de mon village que j'ai pas, je déconne. Vraiment, pour les personnes qui écoutent, c'est déjà avoir un plan, une logique. En fonction de ça, aller chercher des diplômes ou des cours, des certifications qui entrent dans cette logique. Là, Exactement. va dessiner le profil pour les entreprises que vous visez. C'est ça. C'est ce que je pense en tout cas, parce que après aussi, c'est clair que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément un plan à long terme. Mais même si tu as un plan à court terme, et au fur et à mesure que tu avances, ta vision s'ouvre. Tu peux commencer en management et puis à un moment, tu réalises que le secteur de la finance, ça bouge, ça m'intéresse. Tu vas te diriger vers un certificat ou une formation, ou c'est pas quelque chose qui est lié à ça. Et demain, tu vas utiliser ton expérience en management avec la formation que tu as faite pour te vendre sur le marché. Mais tu peux pas te dire, aujourd'hui, j'aime le management, je fais management. Et puis, tu as une opportunité de faire une certification ou de faire un nouveau diplôme. Et puis, tu vas aller choisir un truc en communication. Alors que toi, tu sais que tu as envie de te perdre quelque part en finance de marché. Il faut se donner les moyens, il faut avoir beaucoup de courage. Et puis, quand tu te dis que tu veux faire quelque chose, il faut être patient. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu referais exactement le même parcours? Ah, ça, c'est une très grande question. Je pense que non. En fait, je pense que oui et non. Oui, dans le sens où j'allais peaufiner mon plan. Ça, c'est un.
je serais rentrée en cabinet. J'aurais tout fait pour travailler en cabinet, ne serait-ce qu'un an ou 2 avant de vraiment commencer ma vie professionnelle. Ça, c'est le oui. Et des fois, je me dis, j'aurais eu plus d'audace dans le sens où je serais partie directement vers, parce que j'ai 50 000 passions, je serais partie vers mes passions, me former dans ce sens-là et puis essayer de les monnayer. C'est un peu ça, mais je regrette rien. Tant mieux. Aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai qui me permet de dire ce que je suis en train de dire là. Parlons un peu plus, de développement personnel. Est-ce que tu as un rituel, une routine pour rester motivé? Parce que tout ce que tu viens d'expliquer là, gestion de l'humain, gestion des finances au quotidien et cetera, je suppose que c'est beaucoup de stress. En plus de tes propres objectifs à atteindre, comment tu fais pour rester motivé? Il y a 2 éléments qui sont très importants, c'est, la prière, se raccrocher à Dieu. Le fait que tu me mettes là, c'est que je dois avoir un impact là où tu m'as mis. C'est vrai qu'il y a le volet professionnel, mais le le caractère humain est tellement important et je me dis toujours, quand Dieu te met dans un endroit avec des gens, c'est que tu dois leur apporter quelque chose. Et eux aussi, ils vont t'apporter quelque chose, mais tu as une mission à faire. Donc, c'est de toujours lui demander la force, en fait, de ne pas te détourner de ce pourquoi il t'a mis là. Mais c'est beaucoup de prières et c'est beaucoup de méditation. Et la deuxième chose, c'est beaucoup de lecture. Faut tout lire en fait, dès que tu peux lire. Et même si tu n'as pas l'opportunité de lire parce que tu es occupé, il faut écouter les livres audio. Il y en a de gratuits sur YouTube, il y a une pléthore. Il faut tout lire, il faut tout lire. En fait, ça t'ouvre l'esprit et ça te fait réaliser que ce que tu es en train de vivre n'est pas lié à toi. Il y a des gens qui ont vécu ça avant et voici comment ils ont fait pour sortir de ça. Voici les techniques qu'ils ont mis en place. Peut-être la troisième chose aussi, je fais beaucoup de sport et puis je danse beaucoup. Donc, Le sport te permet de recharger les batteries. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parlons développement professionnel. Quand tu as un réseau professionnel qui t'aide à avancer, ou tu as un mentor, comment tu fais? Je pense que moi, à mon niveau, j'ai développé mon réseau avec mes amitiés. Dans le sens, bon, oui, en fait, je cherche les bons mots pour ne pas que ça paraisse trop dur, mais je me Peut-être qu'il y a dis, pas de bons mots, hein. Peut-être que ça doit ouais, être non. Oui, parce que surtout quand on est jeune, on va être amis pour des raisons. Non, oui, c'est ma copine, on est tout le temps dehors, on est, non. Il faut marcher avec des gens qui peuvent t'envoyer quelque part de façon très terre à terre. Et quand tu rencontres des personnes qui vont, ou bien qui sont même au niveau où tu as envie d'aller, tu t'accroches à ces personnes-là, mais pas dans le sens de, ouais, elle a réussi que moi, dans le sens où cette personne-là peut me connecter à d'autres personnes et cette personne peut me faire apprendre beaucoup de choses. Le plus important, c'est le réseau que toi-même tu arrives à te créer. Et c'est tellement important. L'erreur que beaucoup de jeunes font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas vraiment à ça. Quand on est jeune, on réfléchit pas. Je prends un exemple simple. On prend la petite Ariane. Ariane vient d'avoir un petit stage dans une entreprise où Ariane est payée à 50 000 par mois. Dans ces 50 000 par mois là, Ariane a 5 copines. Ces 5 copines-là, chaque week-end, elles sont dehors. Tu sais, Ariane suit ses copines chaque week-end. Ariane est fatiguée, elle peut pas se former au travail, mais elle n'est pas efficace. Peut- Mais Ariane, à un moment, peut dire à ses copines, en ce moment-là, c'est un peu bizarre. Moi, il peut sortir avec vous une fois en passant. En se comportant comme ça, même, tu fais le tri. Tu vas voir que les mêmes personnes qui étaient là avant, comme vous n'avez plus la même façon de voir les choses, elles vont s'éloigner et c'est OK. Moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses. Il faut s'approcher des personnes qui peuvent envoyer loin. Et il faut pas avoir peur de demander conseil, de demander de l'aide, demander des avis, en fait. Et les gens, même qui sont loin, les aiment ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais arriver dans un truc, le networking, par exemple. Comment vous avez fait votre carrière? Hein? Est-ce que ça vous dérange si on échange les contacts? Je vais prendre ton numéro, je vais garder. Des fois, je vais t'écrire pour te demander des choses. En toute chose, il faut rester concentré et il faut avoir un plan. Bon, maintenant, ça s'arrange un peu plus en Afrique.
avant, dans le sens où on te dit non, oh, toi, tu n'as pas besoin de ça, une femme. Déjà, même, les femmes sont très stigmatisées au travail. On va te dire, oh, toi-même, là, on va t'augmenter. Pourquoi? Ton mari va payer. Donc, tu es obligé de travailler 2 fois plus et être 2 fois plus maligne. Tu parlais tout à l'heure de lire. Quel est le livre ou le livre audio qui t'a particulièrement marqué? Pourquoi? Power, les 48 lois du pouvoir. En fait, généralement, on va dire c'est un livre pour apprendre à manipuler les gens. Mais je pense que c'est un livre pour comprendre à quel moment on est en train de te manipuler et comprendre comment tu dois réagir à ça. C'est, en fait, c- ce livre-là, il faut le lire comme une Bible et tu vas comprendre qu'il y a des gens qui sont gentils avec toi. Pas forcément parce qu'ils ont envie d'être gentils avec toi, c'est surtout parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Mais c'est pas parce qu'ils font ça que tu dois forcément te braquer ou être mal poli. Tu dois accepter de rentrer dans le jeu parce que de la même façon, ils sont venus vers toi parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est comme ça, tu peux les utiliser aussi pour arriver à quelque chose. Et moi, c'est dans ce livre-là, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Sur la Terre, là, peut-être que c'est grave ou bien les gens le savent, mais personne ne le dit. Tout le monde manipule. Tout le monde, surtout encore plus dans le milieu de l'emploi. Et celui qui comprend ça, qui sait être froid sur certaines choses, c'est celui-là qui évolue. C'est pas celui qui prend tout personnellement, qui est touché par les choses, qui travaille beaucoup, qui se plaint parce qu'il n'évolue pas. Non, tu vas jamais évoluer si tu te comportes comme ça. Il faut être froid, il faut apprendre les choses et il faut accepter beaucoup de choses. Et c'est partout en plus, en version audio sur YouTube, c'est partout. Ok, ben, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Entretien très intéressant. On arrive à la dernière rubrique. C'est ma rubrique préférée parce que ça Ok, permet de connaître un peu plus les personnes, mais un peu d'accord. plus. Alors, tu es plutôt thé ou café? Thé. Moi, je pense que j'aurais adoré le café. J'adore l'odeur du café. Puis je travaille un peu dans le café. J'aime le café, mais Café ne t'aime pas. en fait, c'est ça. Ça me donne des palpitations. Sinon, j'aime le café, hein. J'aime l'odeur du café. Tu es du matin ou du soir? Je suis du matin. Travail en solo ou travail en équipe? Avant, j'étais très travail en solo, mais maintenant, je suis très travail en équipe. Les gens changent. J'adore travailler en équipe. Bureau ou télétravail? Bureau. Ok, bon. Si tu Et avais toi? un mot pour décrire ton parcours, Atypique. Atypique. Très atypique. est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Ouais, ma belle-mère, c'est pas forcément une grande femme. Je cherche comment expliquer pour ne pas rentrer dans des détails. J'ai eu une enfance assez compliquée et j'étais pas sa fille, mais elle a toujours été là, en fait. Elle était très gentille et c'était difficile pour elle aussi. Cette femme-là. Et je me rappelle un truc qu'elle m'a toujours dit. Elle m'a dit, peu importe le problème que tu as, quand tu sors là, tu laisses tes problèmes à la maison. Si tu veux, quand tu rentres, tu reprends tes problèmes et quand tu sors, tu es une autre personne. Elle est toujours vivante. C'est une femme qui est forte, mais forte dans tout. Quel bel exemple, on la salue. Est-ce que tu as un mantra de vie? Une phrase, Oui, c'est lequel? tant que tu peux faire quelque chose, fais-le bien. Fais-le très bien. Quand tu es quelque part et que tu dois faire quelque chose, tu le fais très bien. Le reste là, c'est dans la main de Dieu. Ok. Merci beaucoup, Léna. Merci pour Ok. ton temps, merci pour les conseils, pour les anecdotes. C'était très intéressant. Merci Ok. encore. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé. Oh Trop non, barbante. il y a pas de format, il n'y a pas de modèle d'expliquer. En tout cas, tu nous as très bien expliqué. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour l'opportunité. C'est